Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode qui va nous aider à y voir plus clair sur beaucoup de choses qu'on ne voit pas avec la faculté. Et aujourd'hui, pour nous aider, Antoine Catolin. Bonjour Antoine. Bonjour Maxime. Tu travailles à la Médicale, une société d'assurance, on peut dire ça comme ça ? C'est exactement ça, c'est une société qui est spécialisée dans les assurances dédiées aux professionnels de la santé. D'accord. Alors, pourquoi Antoine Catolin ? Puisque nous allons parler d'assurance, de RCP, de prévoyance, de plein de choses, aussi de régime fiscal. On va parler aussi de fiscalité, d'administratif. Qu'est-ce que ça veut dire administratif ? L'ordre, la CARMF. La CARMF, vous savez même pas ce que c'est, parce qu'on sait pas trop ce que c'est la retraite. Voilà, on va préciser beaucoup de termes, beaucoup de choses. La genèse de l'épisode, ça démarre sur les réseaux sociaux avec une question posée à tout le monde. Est-ce que vous avez des thèmes à aborder ? Et ce thème-là revient très très largement. Le thème de comment est-ce qu'on doit s'assurer, quand est-ce qu'on doit s'assurer, qu'est-ce qu'on doit faire pour pas perdre trop d'argent, pour gagner un peu, pour assurer nos arrières pour la retraite. Donc, merci beaucoup Antoine. Il y a, je pense, du pain sur la planche. On va dérouler un petit peu pour évoquer ces thèmes. On va dérouler la carrière d'un médecin, de sa première année à sa retraite, pour bien identifier à chaque fois les missions de chaque statut et donc les difficultés auxquelles il peut faire face. Et donc, ce qu'il doit essayer d'anticiper au maximum avec notamment des contrats auprès d'assurances, de banques, de mutuelles, etc., etc. On est dans un énorme bourbier, mais tu vas venir nous venir en aide largement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours et pourquoi tu prends la parole aujourd'hui ? Alors évidemment avec plaisir. Déjà je voudrais encore une fois te remercier. C'est un thème qui est quand même extrêmement ambitieux. C'est un thème qui concerne la totalité des praticiens de santé aujourd'hui. C'est un thème qui nécessiterait même l'intervention d'un comptable, d'un avocat et même au-delà de mes simples compétences d'assureur. Maintenant c'est vrai que c'est un thème qu'on aborde nous depuis pas mal d'années avec mes associés régulièrement. Donc c'est un thème qu'on maîtrise quand même et on est là pour accompagner les futurs praticiens, ce que nous on appelle les futurs praticiens, donc les internes, les chefs qui ont envie de s'installer en libéral ou de faire une carrière à l'hôpital. Moi, je travaille à la Médicale depuis 17 ans. Je prends un coup de vieux en disant ça parce que j'ai l'impression que j'ai commencé hier, mais malheureusement, c'était déjà il y a 17 ans. J'ai fait 5 ans dans une agence à Paris, à côté de Versailles, à Bois-d'Arcy pour être plus précis. Et au bout de 5 ans, j'ai vendu mes parts, puisque dans le monde de la médicale, les gens ne le savent pas forcément, mais on est des libéraux, comme beaucoup de nos clients aujourd'hui. Sur les assureurs spécialisés dans les professions de santé, il y a plusieurs acteurs et on est le seul réseau qui est basé que sur des gens libéraux, ce qu'on appelle des agents généraux d'assurance. Okay. Et donc j'ai fait de 2008 à 2012 en région parisienne et j'ai vendu mon agence en 2012 et j'ai racheté des parts dans celle de Bordeaux dans laquelle j'exerce depuis 12 ans avec 3 associés et notre structure. Et on intervient sur la totalité de la Gironde et beaucoup à l'internat et auprès de la fac dentaire, de l'école de kiné de Podo et notamment sur ces sujets-là. Alors je tiens à dire que si c'est toi, professionnel de l'assurance, qui prend la parole, c'est aussi parce qu'il y a un aspect très pratico-pratique et qu'il y a peu de personnes qui puissent nous parler avec maîtrise à la fois théorique et de la vraie vie concernant les statuts hospitaliers, les statuts libéraux. Il y a des gens peut-être qui se sont penchés là-dessus à titre universitaire, qui sont des experts du truc, mais force est de constater que les seuls interlocuteurs, et tant mieux, c'est à peu près vous. Donc merci. Mais avec plaisir, et c'est vrai, c'est tant mieux pour nous parce qu'on est extrêmement souvent sollicité sur ces sujets-là. Encore une fois, avec mes associés et même à la Médicale en général avec mes collègues qui exercent dans toute la France, puisqu'on a 42 points de vente répartis sur la totalité du territoire et 3 dans les dom-toms. On a plaisir à dire qu'on est là pour non pas vendre de l'assurance, mais pour apporter un conseil tout au long d'une carrière. Et la carrière, elle commence dès la 2e année. Notre objectif, c'est vraiment d'aller au-delà de la simple problématique des assurances, qui est évidemment primordiale, sur laquelle il faut se pencher parce que des mauvais choix peuvent avoir des conséquences dramatiques. Néanmoins, on essaye systématiquement d'aller bien au-delà de cette simple problématique, d'apporter du conseil juridique, du conseil de comptabilité, des conseils fiscaux, tout en sachant encore une fois qu'on n'est ni comptable ni avocat fiscaliste et donc à partir d'un moment où on sent qu'on est sur des problématiques
qui dépassent nos compétences. Nous, on est ici sur la Gironde, on a un réseau de partenaires avec qui on travaille. On continue, je pense à un cabinet de comptables qui ne fait que des professionnels de santé. D'accord. Dès qu'on a des jeunes qui s'installent ou qui veulent s'associer ou qui rejoignent des associations, on les envoie vers ces gens-là qui sont nettement plus spécialisés que nous, le vernis qu'on a, qui est déjà un vernis largement suffisant pour comprendre ce qu'il faut faire. Mais néanmoins, à partir d'un certain moment, voilà, le comptable a fait des années d'études. C'est une vraie spécialité, et ça légitime le fait d'envoyer vers des gens très compétents, même si le vernis de base, on est en capacité d'accompagner sans aucun problème. D'accord. Alors, il y aura 2 épisodes. Un épisode aujourd'hui sur les assurances, RCP, comme j'ai dit, prévoyance, et puis un deuxième, fiscalité administrative. Alors, je fais les scripts, je fais les squelettes des épisodes pour savoir où est-ce qu'on va, mais je ne suis pas le seul. On est tellement des quiches que je n'ai pas su trouver les termes à employer pour décrire une trame, parce que bon, j'avais les grands termes, comme tu dis, comptabilité, etc., etc. Mais tu vois, même là, je n'arrive pas à rentrer dans les détails, puis qu'on ne l'aborde pas du tout au sein de nos études. Donc aujourd'hui, on débute par assurance RCP prévoyance. Et pour faire ça bien et ne rien oublier, on va en fait imaginer un étudiant en médecine qui rentre en 2e année, l'externat, docteur junior maintenant, chef de clinique, assistant, PH ou la rentrée dans le libéral. Il y aura un petit virage concernant tout ça. Mais pour débuter, est-ce qu'on peut faire juste un point sur le côté maladie, si c'est comme ça qu'on l'appelle, avec les arrêts de travail, les accidents de travail, ITT, invalidité, incapacité. Alors, on se calme pour ceux qui vont avoir quelques nausées, vomissements en entendant ça, parce que je sais que pour l'internat, ça fait vraiment... pour le concours de l'internat, ça nous fait peur. Mais juste un petit rappel. Un arrêt de travail, qu'est-ce que ça nous amène à nous en termes de pertes ou de problèmes, en fait ? Alors, c'est un sujet qui est déjà hyper vaste, la problématique des arrêts de travail et autres, et en fait qui concerne plus globalement ce que nous on appelle la prévoyance. Sachant que dans le script que tu m'as envoyé, quand j'ai lu tes mots, il y a trois mots que tu as utilisés qui en fait veulent dire exactement la même chose. D'accord. Et ça m'a fait sourire. ITT, ça veut dire interruption temporaire de travail. Ok. Ça veut dire incapacité temporaire de travail, et ça veut donc dire arrêt de travail. Ok. En gros, pour simplifier, il y a 3 problèmes qui peuvent nous arriver dans une vie, qu'on soit étudiant ou qu'on exerce, et qui peuvent nous mettre en danger financièrement. La première, c'est l'arrêt de travail. Un arrêt de travail, c'est quoi ? Selon la loi en France, un arrêt de travail, c'est un état de santé qui nous empêche d'exercer et qui a une durée maximale de 3 ans. C'est, je suis parti au ski, je suis tombé, je me suis fait une rupture des croisés, j'ai 3-4 mois d'arrêt. Je suis en vélo, je me fais renverser par une voiture. Voilà, ça, c'est toute la partie accident. Mmh. Mais l'arrêt de travail, ça peut être aussi dû à une maladie. Je déclare un mélanome métastasé, je déclare un problème de rachis lombaire. Voilà, je suis arrêté X temps. Comme je le disais, un arrêt de travail, c'est maximum 3 ans parce qu'en fait, on estime, ou du moins les gens qui ont fait les lois et qui ont fait l'organisation de la France et de la sécurité sociale ont estimé qu'au-delà de 3 ans, pour une même pathologie, si on n'est pas en capacité de reprendre notre activité de manière normale, on va tomber dans ce qu'on appelle l'invalidité. Ok. Donc en fait, la maladie qu'on a est déclarée invalidante. Les suites de l'accident qu'on a eu ont amené une invalidité. Et donc, on passe d'un état en arrêt de travail où on se dit qu'on va pouvoir reprendre notre activité à moyen, court ou long terme, à un état d'invalidité qui est là un état plus ou moins définitif, où on estime que jusqu'à la fin de notre carrière professionnelle, donc jusqu'à la retraite, on ne sera plus en capacité d'exercer normalement. Okay. Voilà. Ça, c'est les 2 premiers états de santé qui peuvent nous impacter financièrement. Et le dernier état, c'est le décès. C'est un peu horrible à dire, mais néanmoins, ça ne nous impacte pas nous, mais ça impacte nos proches, ça impacte nos conjoints, nos enfants. Voilà. Le décès est souvent quelque chose qui n'est pas forcément pris au sérieux par des internes et des externes. Même l'arrêt de travail et l'invalidité, il y a une certaine notion d'invincibilité que vous avez, on le voit très bien. Il faut savoir que si quelqu'un décède sans enfant, sans conjoint, elle peut se dire moi de toute façon, c'est pas grave, j'ai personne à protéger. Non, si. Si quelqu'un dans cette situation décède, c'est ses parents qui vont être amenés à solder son passif fiscal en cas de décès. Donc c'est pour ça que les 3 états dont je viens de parler, arrêt de travail, qui est aussi égal à ITT, qui est aussi égal à incapacité, c'est la même chose. L'invalidité, qui peut être partielle,
C'est-à-dire que je peux continuer à exercer ma profession de médecin, mais 3 jours par semaine parce que j'ai une pathologie disco-vertébrale et je ne peux pas faire plein de déplacements. Enfin bref, elle peut être totale. Je suis chirurgien, j'ai perdu l'usage d'un pouce, je ne peux plus opérer, donc je suis en invalidité totale. Et ensuite le décès, qui amène derrière des garanties de rente éducation, de rente de conjoint, dont on pourra parler après si Ok. besoin. Et donc, tous ces états de santé, est-ce qu'ils vont impacter de manière équitable, équivalente, l'étudiant tout au long de sa carrière ou en fonction de son statut? Les choses seront différentes en termes de problèmes et donc de couverture et de nécessité de couverture. Quand vous êtes salarié en France, vous bénéficiez de la couverture de la sécurité sociale. Mhm. D'accord ? Vous touchez un salaire et donc ça concerne les internes. À partir de l'internat, vous êtes considéré comme salarié de l'hôpital, donc vous avez une couverture statutaire. La couverture statutaire, tout au long d'une carrière hospitalière, elle évolue en fonction de son statut. Un docteur junior n'a pas la même couverture de la sécurité sociale sur ses revenus qu'un interne. Ce n'est pas la même qu'un chef de clinique, ce n'est pas la même qu'un PHC, ce Ok. n'est pas la même qu'un PH, etc., etc. On va dérouler ça. Mais donc ça, quand on est salarié en France, on a la sécurité sociale qui nous couvre en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité et en cas de décès. Mais qui ne nous couvre pas la totalité de notre salaire. D'accord ? Généralement, le salaire est couvert les 3 premiers mois, de manière générale en France. Pour les praticiens de santé, c'est un petit peu moins vrai parce que là, comme dans beaucoup de spécialités, les gardes représentent une part de revenus très importante. Il faut savoir que les gardes et astreintes, c'est jamais couvert par la Sécu. Ok. Si vous êtes dans une spécialité médicale comme de l'anesthésie, par exemple, ici à Bordeaux, qui est un gros centre de formation d'anesthésistes, je suis interne en anesthésie. Si demain je suis malade, je perds entre un tiers et la moitié de ma rémunération. C'est Parce quoi qui fait cette différence sur la ligne de la fiche de paie, par exemple? C'est pas les mêmes termes en fait utilisés? C'est indemnité de suggestion. Ok. Voilà, les indemnités d'astreinte et autres, comme Ok. ce sont considérées comme des indemnités, c'est pas du salaire. D'accord. Donc il faut savoir que, pour rentrer un petit peu dans le détail, quand on fait une carrière hospitalière, quel que soit le statut de l'internat jusqu'à MCUPH ou tout ce qu'on veut, la rémunération, elle est divisée en 3. Il y a d'abord ce qu'on appelle les émoluments, donc le revenu, c'est le salaire. Là-dessus, on va ajouter des indemnités. Ça peut être des indemnités repas, par exemple, quand on est à l'internat. Ça peut être des indemnités multisites, quand on est assistant partagé et qu'on fait 3 jours à Bordeaux et 2 jours à Libourne ou 2 jours à Périgueux. On a des indemnités. Ça peut être l'indemnité d'engagement de service public exclusif, ce qu'on appelle l'IESPE, qui concerne tous les praticiens qui s'engagent à une carrière hospitalière, qui est quand même une indemnité de 1 000 € par mois, c'est pas neutre. Ces éléments-là, c'est le deuxième bloc de notre rémunération. Et le dernier bloc, c'est les revenus issus des gardes et astreintes. Ok. Il y a certaines spécialités pour lesquelles il n'y a pas beaucoup ou très peu de gardes, ou c'est que quelques astreintes. En revanche, il y en a d'autres où ça représente une part extrêmement importante du salaire. Et ça, par exemple, la sécurité sociale ne le couvre jamais. Donc, si on résume, lorsqu'on exerce en tant que salarié de l'hôpital, on bénéficie d'une couverture de la sécurité sociale, mais très vite, on se rend compte que c'est une couverture qui n'est pas suffisante, car au-delà de ne pas couvrir les gardes, qui peuvent, comme je le disais juste avant, être une source de revenus très importante, la couverture de la Sécu est de 100% les 3 premiers mois. Après, c'est 50% pendant 6 ou 9 mois. Et après, on touche qu'une moyenne des 3 dernières années de revenus plafonnés selon le salaire journalier de base à 48 €, 49 ou 50 € par jour. Donc, il y a une dégressivité très forte de cette couverture. Et c'est là où intervient la nécessité de mettre en place un contrat de prévoyance. C'est justement de faire en sorte d'avoir une couverture qui complète la sécurité sociale pour obtenir une couverture à 80 ou 100% de notre revenu pour ne pas être en danger. Voilà. Ça, c'est sur la partie salariée. Sur la partie libérale, c'est complètement différent parce que là, il n'y a plus de sécurité sociale. J'en parle d'autant plus facilement que je suis libéral, comme je le disais tout à l'heure. Demain, moi, si je m'arrête, je n'ai pas de sécurité sociale. Et c'est là où rentre en ligne de compte notamment la CARMF, qu'on critique pour plein de raisons qui sont légitimes et on pourra en reparler. Néanmoins, la caisse de retraite des médecins, aujourd'hui, propose une indemnisation en cas d'arrêt de travail qui est l'indemnisation la plus intéressante parmi la totalité des caisses de retraite des professions de santé. Ok. Voilà, ça, il faut le savoir. Mais avec pareil, toujours pareil, des carences, puisque la CARMF n'intervient que si vous avez un arrêt de travail de plus de 3 mois. Ok. Donc,
faut vraiment être... voilà. Et toujours pareil, la mise en place d'une prévoyance pour compléter tout ça, mais on aura le temps de dérouler dans les minutes qui viennent. On va parler du coup, on s'est dit qu'on allait prendre pour fil rouge la carrière d'un jeune médecin jusqu'à son installation et de sa retraite, parce qu'il y a de futurs retraités qui nous écoutent. Par exemple, on part de la deuxième année. L'étudiant en première année, c'est un étudiant lambda, entre guillemets, il n'a pas de contact avec les patients, etc. Donc on peut leur proposer quoi déjà à ces étudiants en première année pour faire face à quel problème? Alors, c'est là où tu as raison, c'est que la problématique assurantielle n'est pas la même en fonction de je suis en deuxième année, je viens de passer l'internat, je suis chef, etc. Déjà, sur la partie prévoyance dont on vient de parler, avant l'internat, il n'y a pas de possibilité de mettre en place de prévoyance parce que même si vous avez une petite rémunération, ce n'est pas considéré comme un salarié de l'hôpital, donc il n'y a pas de couverture sociale. Voilà. Donc ça, c'est déjà important. La problématique de la prévoyance, c'est vraiment à partir de l'internat. Okay. En revanche, il y a une assurance qui est primordiale, et ça, je pense, et j'espère que tous ceux qui écouteront ce podcast et qui sont encore externes ou autres se diront « Ah bah oui, j'en ai conscience », c'est la problématique de la responsabilité civile professionnelle. Voilà. Au départ, ceux qui débutent confondent souvent la responsabilité civile vie privée, couverture dont ils bénéficient avec papa et maman, avec l'assurance habitation. Ce qu'on appelle cette RC vie privée, elle couvre les actes que je peux être amené à faire dans la rue si je tombe en vélo et que je fais tomber une petite mamie qui se casse le col du fémur, si je suis chez un copain et que je renverse un verre sur un canapé blanc, voilà. Tout ça, sauf tout ce qui est en dehors du travail et du trajet pour le travail. Exactement. Tout ce qui a attrait à la vie privée. Voilà. Ça, c'est hyper important. Sauf que quand on commence une activité professionnelle, dès la deuxième année, puisqu'on a les stages infirmiers et autres, dès qu'on est en contact de tierces personnes sur lesquelles on est amené à faire soit un geste, soit à poser un diagnostic, on engage notre responsabilité. Mais cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la RC professionnelle, donc la RCP, qui est un contrat qui est obligatoire du début jusqu'à la fin d'une carrière. Voilà. Aujourd'hui, un praticien ne peut pas exercer sans contrat de responsabilité civile professionnelle. C'est interdit de par la loi. Voilà. Alors, on reprend juste le fil. Le première année, lui, il n'en a pas besoin. Non. On rentre en deuxième, troisième année. Là, on commence à rencontrer des gens, autant des collègues que des patients. On en a besoin. Et ça couvre quoi, à ce moment-là, des études médicales en deuxième et troisième année? Alors, ça couvre la totalité des actes que tu peux être amené à faire en deuxième ou troisième année, soit sur un collègue, en fonction des cours et que tu suis, soit en fonction de ton stage infirmier. Après, le risque pour nous, assureurs, parce qu'on est assureur, donc on essaie de mesurer un risque et de déterminer une politique en fonction du risque. Sur les étudiants en médecine, il est très faible. On a extrêmement peu de dossiers, de ce qu'on appelle des dossiers de sinistres sur des étudiants en médecine. C'est d'ailleurs pour ça que chez nous, le contrat d'RCP, ce qu'on appelle la carte médicale plus, c'est un contrat qui est entièrement offert durant la totalité des études. Parce que vous ne prenez pas trop de risques. Internat et docteur junior. Alors, plus on avance, plus il y en a. L'internat docteur junior, là, on a des dossiers. Mais néanmoins, c'est un risque assez limité parce qu'il y a assez peu on a eu dans la presse ces dernières années des dossiers dramatiques d'internes qui ont eu des problèmes lors d'une opération ou autre. Et malheureusement, leur responsabilité est engagée. Donc, j'espère qu'ils étaient assurés pour pouvoir prendre en charge les dommages. Mais au-delà de ce qui peut se passer et à quel moment ça peut se passer, c'est aussi important de bien comprendre à quoi ça sert une RCP. Parce que pour beaucoup, je ne vais pas dire un gros mot, mais c'est un acronyme et les gens ne savent pas trop ce qu'il y a derrière. Ils l'ont. T'as ta RCP, ouais, je l'ai chez un tel. Et toi, oui aussi, ça sert à quoi? Aucune idée. Un contrat de responsabilité civile professionnelle, il couvre les 3 risques auxquels tu peux être confronté quand tu exerces. Et c'est quoi ces 3 risques? C'est, dans un premier temps, le risque civil. Je suis radiologue, je viens de faire une mammographie, je passe à côté d'un début de cancer, je ne l'ai pas vu. 6 mois plus tard, la patiente va voir un autre radiologue qui lui dit « Je suis désolé, madame, vous avez un cancer du sein, etc. Et ça fait 1 an que vous devez l'avoir, etc. Attendez, j'ai vu votre collègue, il ne l'a pas vu. » Donc là, la patiente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne contre le praticien parce qu'il a fait une faute. Et elle demande la réparation d'un préjudice moral.
ça peut être un préjudice physique, quand lors d'une opération, il y a une ablation d'un truc en trop ou j'en sais rien. Voilà. C'est une faute. Demande de réparation d'un préjudice. On va devant une juridiction civile. Potentiellement, on est condamné à verser des dommages et intérêts. D'accord ? Ça, c'est le risque civil que l'on encourt quand on exerce. Ça, c'est la première cause, la première raison pour laquelle nos clients sont mis en cause, les praticiens de santé, c'est parce que les patients demandent de l'argent. Alors, désolé, je te coupe, c'est un peu loin, mais là, l'établissement de santé dans lequel on travaille ne nous protège en rien de ça ? Alors, si, c'est justement, je vais y venir juste après. Ok. Un tout petit peu de patience, je sais que je parle beaucoup, mais tu vas voir où je veux en venir. Il y a 3 risques donc confrontés. Il y a le risque civil, je viens d'en parler, avec une explosion des cas de figure depuis une quinzaine d'années. On dit souvent qu'on a une américanisation de la justice médicale en France, et c'est vrai, le nombre de dossiers explose. Le deuxième risque, qui est très faible, c'est le risque ordinal. J'exerce en libéral, j'ai mon confrère à côté qui dépose une plainte à l'ordre parce qu'il estime que j'ai fait de la publicité, ce qui est interdit ou autre. Bon, voilà, ça, c'est pas très grave. Et le dernier risque, pas le plus important, mais qui peut potentiellement être le plus grave, c'est le risque pénal. Le pénal en France, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui se retourne contre moi, qui ne demande pas de l'argent, ou qui demande de l'argent, mais qui veut aussi que je fasse de la prison, parce qu'en gros, il estime que j'ai volontairement voulu lui nuire. D'accord ? Le risque pénal, c'est assez rare. Il y en a vraiment très peu. Donc maintenant qu'on a identifié ces 3 risques, quelle différence entre je suis interne, je suis chef, je suis PH, ou je suis remplat, ou je suis salarié du secteur privé, comme ici on a des cliniques sur la région bordelaise, je pense à Bergognier, je pense à Bagatelle, où les gens sont salariés. Quand on est salarié, l'employeur nous couvre pour le risque civil. D'accord ? Mais pas pour le risque pénal ni pour le risque ordinal. Ok. Et non plus pour la faute détachable du service. C'est pour ça que nous, nos internes et chefs qui décident de faire une carrière hospitalière, on les incite à prendre quand même un contrat à leur nom pour être certains d'être couverts sur ces 2 risques-là qui ne sont pas couverts par l'employeur. Quand on est libéral, c'est simple. C'est la RCP qu'on prend auprès de l'assureur que l'on a choisi qui nous couvre pour la totalité des risques. Ok. Voilà. Donc on retombe sur nos pattes. Le deuxième, troisième année, ça RCP. L'externe, ça RCP aussi. RCP aussi, parce que lui, pareil, il va faire de plus en plus de stages, des actes. Et donc, ça RCP, parce que même s'il est couvert par l'hôpital en cas de faute, puisqu'il est là dans un hôpital de formation, un CHU, un centre hospitalier universitaire qui dispense un savoir, il peut faire des erreurs, donc il est couvert par l'hôpital. Ok. Mais si jamais il y a un problème très grave, il faut qu'il ait une RCP à son nom. Ok. Pas de prévoyance, comme tu disais tout à l'heure. Sur l'externat, non. On n'est pas considéré comme salarié de l'hôpital, comme ayant un salaire. Donc, c'est vraiment à partir de l'internat que ça commence. Un bon statut que celui d'externe, un peu au milieu de nulle part. Au milieu du guet. Au milieu du guet, on ne sait pas trop comment les identifier, comment les ranger dans les cases. L'interne, on débute l'internat. Quels vont être... Alors, on poursuit sur la RCP. Là, c'est le fil rouge un peu de toute notre carrière. Là, les rémunérations rentrent en jeu. La responsabilité et la mise en danger, en tout cas, la prise de risque s'accentue, puisque, en tout cas, d'après vous, pour un assureur, l'interne prend plus de risques que l'externe dans sa pratique. Ah bah, à partir du moment où on devient interne, on change complètement de paradigme. On passe d'un statut d'externe où je passe un peu de temps sur les bancs de la fac et des stages, où là, en gros, je ne fais que des stages pratiques. J'ai ma maquette, j'ai les différents stages que je veux faire en fonction de la spécialité que j'ai choisie, mais je suis au contact du patient tous les jours. D'accord ? Un interne, c'est vu pour nous, alors c'est peut-être pas vu de cette façon-là par le ministère de la Santé ou autre, mais nous, c'est vraiment vu comme un médecin en puissance. C'est un médecin junior, et je n'ai aucune notion péjorative quand je dis ça, mais nous, c'est plus un étudiant chez nous, un interne. C'est vraiment quelqu'un qui est médecin, qui a une responsabilité qui est beaucoup plus importante que quand il était externe. Il a un lien avec le patient qui est beaucoup plus poussé, qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus de responsabilités, donc un risque potentiel plus important. Donc c'est évident que la responsabilité civile professionnelle commence à prendre tout son sens quand on débute l'internat. Toujours pareil, en fonction de la spécialité. Mais c'est vraiment le début de la carrière de médecin.
Et là, c'est pas péjoratif pour ceux qui sont à l'externat, mais eux, ils sont dans une phase d'apprentissage. L'interne aussi, mais l'interne, il est dans une phase d'apprentissage appliqué en fonction de la spécialité qu'il a choisie. Et donc, il va quand même beaucoup plus loin. Donc, sur la totalité de la durée de l'internat. Et même le docteur junior aujourd'hui, parce que c'est un interne ayant une autonomie supervisée, donc avec plus de responsabilités. La responsabilité civile professionnelle est vraiment extrêmement importante. Ok. On ne peut pas passer à côté. Très bien. Là, cette fois-ci, elle est payante. Non, alors, Toujours pas? toujours pas. La responsabilité civile professionnelle est un contrat qui est offert jusqu'à la fin du docteur junior. Elle commence à être payante à partir du clinica ou de l'assistanat et ou du PH. Mais en gros, c'est un contrat dont la cotisation est prise en charge intégralement par la médicale durant la totalité des études, même en cas de dispo. Si on fait 6 mois de dispo, le contrat reste gratuit. Alors, je pose des questions directes. C'est parce qu'on est sous tutelle d'un chef et donc il y a moins de prise de risque pour vous, assureur, en fait? Ou c'est... Il y a moins de prise de risque. Est-ce que c'est uniquement parce que vous êtes sous la tutelle d'un chef? Je ne sais pas, mais il y a moins de prise de risque et il y a aussi le souhait d'accompagner Ok. dès le départ et de faire en sorte que l'assurance ne soit pas un frein financier. Ok. Voilà. Mhm. Et il faut aussi savoir, précision, c'est que quand vous êtes à l'internat, que vous avez votre licence de remplat, on en parlera dans le 2e épisode sur la partie administrative, etc. Vous êtes couvert chez nous pour tous les remplats libéraux que vous pouvez être amené à faire durant la totalité de l'internat ou du docteur junior, gratuitement, quelle que soit la spécialité. Ok. La prévoyance, on y pense à ce moment-là. Dès qu'on rentre et qu'on devient interne, il faut l'avoir immédiatement dans un coin de sa tête? Alors, dans un monde idéal, je dirais oui. Mhm. En fait, on se rend compte encore une fois que tous les internes qu'on rencontre, on a encore fait l'arrivée des futures premières années d'internes de médecine G à Bordeaux là, il y a 15 jours. On les a vus à 3 reprises. Quand tu échanges avec un interne et que tu commences à parler de protection de revenus, etc., ça reste hyper flou pour lui. Ouais. D'où ces épisodes pour rendre le truc un peu plus concret. Voilà. Mais ça reste flou pour plein de raisons. La première, c'est qu'il y a un côté « je suis jeune, je suis invincible » qu'on a tous eu, moi le premier. Il y a un côté « je ne sais pas trop combien je vais gagner, donc je ne sais pas trop à quoi ça sert ». J'ai aucune idée de savoir quelle est la couverture sociale à laquelle j'ai droit par la Sécu si je suis malade. Je pense que si on fait venir 10 internes là, qu'on leur demande de nous décrire la couverture sociale, je suis prêt à parier beaucoup qu'il n'y en a aucun qui est capable de l'expliquer. Ouais, ça fait partie du programme du concours de l'internat, mais on le manipule tellement pas après que... Ça ne m'étonne pas. Mais encore une fois, l'internat, c'est un vrai passage de témoin. C'est un passage avec plus de responsabilités et plus de droits, plus de rémunération. Donc, c'est un passage, entre guillemets, à l'âge adulte, même si... très tardif. Voilà. Non, mais c'est pas péjoratif. Il y a tellement de responsabilités qui tombent en même temps et ça change tellement entre l'externat et l'internat que moi, je comprends qu'un interne, aujourd'hui, la première question qui va se poser en arrivant à l'internat, c'est où est-ce que je vais faire mon stage? Est-ce que c'est un stage intéressant? Quelles sont les notes de stage? Ceux qui l'ont fait avant, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce que mon maître de stage, il est cool? Est-ce qu'il n'est pas cool? Et puis, si j'ai plein de gardes, comment je vais faire? Et puis, où est-ce que je me loge? Moi, je comprends, encore une fois, ça fait 15 ans que je côtoie des internes. Je comprends que ça ne soit pas la priorité. En revanche, depuis 15 ans, on essaye de faire en sorte que ça devienne de plus en plus la priorité. Et on le voit bien au fil des années. On commence depuis 3-4 ans à avoir des internes qui, une fois qu'ils sont arrivés, nous appellent en disant « Mais est-ce que vous avez une prévoyance? Ça m'intéresse. » Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Parce que le travail de sensibilisation porte ses fruits. C'est un travail de très longue haleine. Ça porte ses fruits. Il y a aussi un élément qui est systématiquement déclencheur d'appel sur la prévoyance. C'est quand il y a un co-interne qui a un pet énorme. Alors qui alarme tout le monde. C'est horrible, mais vous avez un co-interne qui part au ski, qui s'éclate les croisés, qui est arrêté pendant 6 mois avec des complications. Vous avez un co-interne qui fait du kitesurf et qui s'écrase sur une falaise et qui décède. Vous avez un co-interne qui se suicide parce qu'on en a eu. Ces événements dramatiques amènent une prise de conscience. Et nous, on essaye tout au long de l'année, dans tout l'accompagnement qu'on fait, au travers de soirées sur les assurances pour les internes, sur l'installation, les remplats, à essayer de sensibiliser sur l'importance de mettre en place une prévoyance dès l'internat, parce que je prends l'exemple imaginons un chirurgien, ça fait 8 ans qu'il bosse énormément.
il va faire une sortie vélo avec des potes, il tombe, il se fracture la main et il ne peut plus utiliser ses doigts, sa carrière, elle s'arrête. S'il n'a pas mis en place de prévoyance, il va bénéficier que de la couverture de la sécurité sociale qui base non pas sa garantie sur la capacité à être chirurgien orthopédique, mais à vivre au quotidien. Quelqu'un qui a une main atrophiée ou autre, il peut faire beaucoup de métiers. Donc, il n'aura rien comme indemnisation. S'il a une prévoyance chez nous, on va le couvrir en fonction de sa spécialité, son diplôme. Moi, j'aime souvent à dire que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je n'assure pas cette personne, j'assure sa capacité à exercer le fruit de ses études. Et ça change tout. Parce que quand vous avez un contrat qui vous couvre 4 000 euros, 5 000, 10 000, 20 000 quand vous êtes installé de revenus mensuels, vous êtes content si vous arrive un pépin de toucher cet argent-là. Alors, on va s'attarder sur cette prévoyance parce que c'est un grand panier. On a compris que c'était pour compenser ce que l'assurance maladie, on peut l'appeler comme ça, la sécurité sociale. La sécurité sociale. Pour la partie quand on est salarié de l'hôpital, donc encore une fois de l'externat jusqu'à une carrière PH. Okay. Après, il faudra faire le distinguo avec ceux qui partent en libéral, qui font des remplats ou autres, mais ça on en parlera donc, après. Un interne jusqu'à, par exemple, un professionnel de santé, un médecin qui choisit de faire de l'hospitalier, il met en place sa prévoyance. Comment ça se présente ? Qu'est-ce qu'il doit faire comme choix ? Quels sont les différents contrats de prévoyance ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça ? Alors, évidemment, je peux en dire un peu plus, puisque ça reste quand même la base de mon métier. Donc, mais il faut que j'essaye de parler, de ne pas être trop confusant non plus, parce qu'il y a des termes... je vais essayer d'être quand même assez précis, sans rentrer trop dans le détail, pour ne pas perdre les gens qui vont regarder le podcast, parce que sinon, ils vont avoir mal à la tête. Plus sérieusement... Des contrats de prévoyance dédiés aux hospitaliers, il en existe plusieurs sur le marché. Moi, j'en représente un, celui de la médicale, l'entreprise pour laquelle je travaille et l'entreprise pour laquelle j'aime travailler. J'ai confiance dans le contrat qu'on a sur le marché parce qu'il a j'estime, beaucoup d'avantages. On a une couverture des gardes qui commence très rapidement si on est en arrêt de travail. On a une couverture de la grossesse patho. On a une couverture des dispenses de garde. Quelqu'un une femme qui est en dispense de garde, le chef de service lui dit « je te sors du tableau parce qu'elle est enceinte ». Elle n'est pas en arrêt de travail, donc la Sécu ne l'indemnise pas. Mais nous, on prévoit une petite indemnisation quand même pour essayer de compenser la perte de revenus. Il y a beaucoup de choses. Mais la culture de la prévoyance est une culture qui est quasiment totale chez les libéraux. Moi, encore une fois, ça fait 17 ans que je fais ce métier. J'ai vu une fois un praticien qui avait 6 enfants, qui ne voulait pas de prévoyance parce qu'il estimait que quelqu'un dans l'au-delà aidera sa famille s'il décédait ou autre. Considération personnelle, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais c'est la seule fois en 17 ans. Dans le libéral, 100% des gens ont une prévoyance parce qu'en fait, tout le monde a bien compris qu'il n'y a pas de couverture. Alors, je t'interromps. Est-ce qu'on peut dire prévoyance égale mutuelle ou absolument pas ? Alors, absolument pas. Ok. Alors, absolument pas. Pourquoi ? Parce que quand on parle de mutuelle, dans l'inconscient collectif, c'est ce qui rembourse les frais de soins que l'on sort quand on va chez l'ophtalmo, quand on va chez le dentiste, quand on va se faire poser un implant, quand on va chez le psychologue, quand on va juste chez le spécialiste parce qu'on a une pathologie, on doit aller voir un spécialiste qui fait des dépassements d'honoraires. Qu'on ne s'arrête pas de travailler. Voilà, ça c'est, je vais consulter un praticien de santé, quel qu'il soit, médical, paramédical. La sécurité sociale en prend une charge. Il y en a une autre qui est à ma charge. J'ai un contrat de mutuelle qui me rembourse. Okay. Voilà, d'accord ? La mutuelle, c'est ça. La prévoyance, c'est je suis malade demain pendant 6 mois. Qui est-ce qui me verse un salaire pour que je puisse vivre ? Pour que je puisse payer mes impôts, pour que je puisse payer mon loyer, pour que je puisse payer l'équitation de ma fille, pour que je puisse payer mes charges quand on est en libéral. La prévoyance, elle sert aussi à payer sa secrétaire médicale parce que j'exerce pas, j'ai pas de rentrée. Voilà. Alors, après, on pourra faire une digression sur les spécialités dans lesquelles on peut mettre en place un remplat qui va quand même faire tourner la patientèle et le cabinet, mais c'est pas le vrai dans toutes les spécialités. Donc, voilà. Mais donc, mutuelle, prévoyance, deux choses différentes qui ont, entre guillemets, une fonction un peu similaire, à savoir nous rendre de l'argent. La mutuelle, elle te rend de l'argent que tu as déboursé quand tu es allé voir un médecin ou un kiné ou autre. Et la prévoyance, elle te paye ton salaire
parce qu'il n'y a personne d'autre qui te le paye. Ok. Ou, dans la partie hospitalière, elle complète le salaire que va te verser la sécurité sociale. Ok. Voilà. Pour faire la comparaison avec la mutuelle, que je pense certains connaissent mieux que la prévoyance, il y a des contrats plus ou moins chers parce que couvrant différentes choses. C'est pareil pour la prévoyance. C'est complètement pareil. Mhm. Un chef de clinique qui a une rémunération qui est plus importante que celle d'un interne veut être assuré à 100%, c'est-à-dire qu'il vient me voir et me dit voilà, moi je commence mon clinica. Si je suis malade, je sais que la sécurité sociale me couvre à 100% mon salaire et mes indemnités, mais pas mes gardes. Or, je vais faire au moins 1 500 € de garde par mois. Je veux les couvrir parce que j'en ai besoin. Et je sais qu'au bout de 3 mois, la Sécu, c'est plus que 50%. Donc là, si j'ai pas de prévoyance, je vais vraiment être en danger et impacté par ça. Je veux une couverture. C'est évident que plus la couverture demandée est importante, plus la cotisation est importante. C'est comme une mutuelle santé. Je veux être remboursé à 400% dans mes dépassements d'honoraires et avoir 10 séances d'ostéo remboursées par an. Ça coûtera toujours beaucoup plus cher qu'un contrat qui ne couvre que le ticket modérateur et qui n'a pas de forfait de médecine douce. D'accord. Toujours pareil. Donc, je veux acheter une voiture, je risque de payer ma Mercedes plus cher que ma Twingo. Voilà, c'est un peu... Il y a des Twingo coup de cœur quand même. Il y a des Twingo coup de cœur qui sont quittés, qui sont magnifiques, mais néanmoins, de manière générale, c'est quand même plus cher la Mercedes. La prévoyance, en fait, ce sont des contrats qui peuvent s'arrêter d'une année à l'autre. C'est pas une assurance vie, c'est pas toute autre chose que l'on lance la prévoyance. C'est des contrats annuels que l'on renouvelle ou non. Exactement. Alors, la totalité des contrats d'assurance en France, on peut les arrêter, soit à l'échéance, soit à n'importe quel moment. Aujourd'hui, une mutuelle santé, on peut changer de mutuelle. Il y a 1 mois de préavis maintenant. Avant, il fallait résilier à la date anniversaire du contrat. Maintenant, on peut le résilier à n'importe quel moment, moyennant 1 mois. Il y a d'autres contrats pour lesquels on doit continuer à respecter la date anniversaire pour s'arrêter. Mais en France, il n'existe pas de contrat à vie. Okay. Même les assurances vie dont tu viens de parler, c'est des contrats... c'est pas parce que... En fait, une assurance vie, c'est pas parce qu'il y a le mot vie dedans que c'est quelque chose qu'on ouvre et qu'on est obligé de garder. On peut la clôturer. En fait, c'est juste une assurance, entre guillemets, sur sa vie. On décide de mettre de l'argent de côté. Et puis, si on décède, on a désigné quelqu'un qui va récupérer cet argent. C'est ni plus ni moins que ça, mais on peut en changer à n'importe quel moment. Enfin, moyennant certaines conditions, évidemment, dont on reparlera plus tard ou dans un autre épisode. Si le sujet de l'assurance vie et des plans d'épargne retraite viennent sur la table, je serai ravi de pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, prévoyance pour un hospitalier, tu en as parlé, mais... L'interne choisit d'être libéral. Qu'est-ce qu'il fait, lui, de ce côté-là, pour assurer tout ce dont on vient de parler ? Alors, c'est pareil. Là aussi, il y a beaucoup de situations qui diffèrent. Il y a la problématique de l'interne qui vient de terminer l'internat. On prend l'exemple d'un interne de Medg qui a fini son 6e semestre, bientôt son 8e quand ça sera en 4 ans, mais pour l'instant, ça reste en 3 ans, je veux dire, en 6 semestres. Il fait des remplats. Là, on va construire une prévoyance en fonction de ses besoins immédiats. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, demain, si tu es malade, tu estimes que tu as besoin de combien par mois pour vivre, pour payer tes charges, donc tes impôts, ton loyer si tu es locataire, de quoi faire vivre ta famille si tu as une famille, etc. Et donc, on construit un contrat sur ce besoin identifié. Je prends un même interne qui termine l'internat, il prend pas il fait pas de clinica, un radiologue par exemple, qui rejoint... qui a l'opportunité de rejoindre une clinique de radiologie au sein de laquelle il y a X radiologues. Il est pas remplaçant, c'est-à-dire qu'il arrive dans une structure existante, donc il a des charges de structure beaucoup plus fortes. Il doit payer les manips avec les autres, il doit payer les secrétaires, il doit payer le loyer, il doit payer les leasing des machines, etc. Donc là, on va lui demander de nous communiquer le bilan comptable de son prédécesseur ou de ses associés, et on construit un contrat en fonction de ses besoins qui sont identifiés. À quelle charge il va faire face Voilà. Si on sait qu'il a 8 000 € de charges par mois pour payer la totalité des frais de fonctionnement de son cabinet, et ben, si je l'assure à 4 000, je suis en défaut de conseil. Voilà. Donc, quelqu'un qui fait des remplats, on va plutôt essayer de partir du besoin que lui, il identifie pour vivre au quotidien.
quelqu'un qui rejoint une structure ou qui s'installe en libéral avec une structure de charge plus forte, on va essayer de partir de son besoin perso, mais aussi de son besoin professionnel. Ok. Quelqu'un qui fait des remplats, le principe des remplats, c'est je remplace un prat, j'utilise son logiciel, s'il a une secrétaire, j'utilise, mais c'est les rétrocessions que je fais au prat ou pas qui payent tout ça. Pour moi, c'est blanc. Ce que j'ai va me servir à payer mes charges sociales, dont on parlera dans le prochain épisode, URSSAF, CARMF et assurance, mais ça se limite à ça. Ok. Et puis, le médecin libéral installé comme un médecin généraliste, etc., là, ça repose sur le même principe. J'ai des charges, je prends une prévoyance pour faire face à ces charges plutôt fixes, mensuelles, annuelles. Exactement. Les charges, ça peut être quoi? Ça peut être le loyer de mon cabinet, le salaire de mon assistante, l'URSSAF, la CARMF. Et il faut savoir qu'on est dans un pays où, quand on est malade en tant que médecin, on est quand même obligé de les payer, ces charges, parce que la secrétaire médicale, si on ne la paye pas, elle ne vit pas non plus. Donc, ce n'est pas parce que moi, je suis malade que ma secrétaire ne doit pas toucher de rémunération. Donc, voilà, on s'assure pour payer ce qu'on appelle une charge. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose qu'on doit supporter, même en étant en arrêt de travail. Et la prévoyance, le premier intérêt de la prévoyance, c'est déjà de payer ses charges de structure. Le deuxième, c'est de payer ses charges personnelles, donc ses impôts, son loyer, etc., et ses frais de vie. Voilà. Avec une durée une limitation dans la durée du versement de l'indemnisation. Tout à fait. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. La définition d'un arrêt de travail en France, c'est 3 ans. Donc, en gros, la prévoyance couvre un arrêt de travail pendant 3 ans. Ok. Voilà. Je mets en place un contrat qui doit indemniser un praticien 5 000 € sur ses revenus et 3 000 € sur ses charges. Le revenu, je vais le couvrir pendant 3 ans. D'accord ? Les charges, chez nous, on les couvre pendant 2 ans seulement. On a beaucoup de nos concurrents qui s'arrêtent au bout d'1 an. Pourquoi il y a cette différence ? C'est que ça s'explique par plein de raisons. La première, c'est qu'il y a certaines charges, au bout d'1 an, qu'on n'a plus forcément à payer puisqu'elles sont basées sur ce qu'on a gagné. Or, comme on sort d'une année où on n'a pas exercé puisqu'on était malade, du coup, ces charges-là ne tombent. On indemnise aussi les charges pas autant que le revenu parce que parfois, quand on est en association, dans une structure, si on a un associé qui n'est pas là pendant 2 ans parce qu'il est malade et qu'on n'a pas de perspective de retour, on va trouver une solution pour soit trouver un remplaçant qui donc payera une partie des charges de la structure, soit on se met d'accord avec l'associé en disant écoute, on te rachète tes parts, etc. Voilà, donc vous êtes en interaction en fait avec, par exemple, les collègues du client que vous avez pour savoir où est-ce qu'il en est ? Nous, on n'est pas en interaction avec les collègues. C'est juste que on a une indemnisation des charges pendant 2 ans. Donc après, c'est au client de vous signaler, de voir comment il voit l'avenir et de voir comment on peut continuer à l'indemniser. Mais on n'ira pas sur la partie charges professionnelles. Nous, on ne va pas au bout de 2 ans. J'ai des concurrents très connus qui ne vont pas au bout d'1 an. Voilà, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Toujours pareil, ça ne sert pas forcément à grand-chose de s'assurer pour un besoin qui est inexistant. Le besoin de payer ses charges la 3e année d'un arrêt, c'est quasiment inexistant parce que de toute façon, on aura trouvé une solution pour arrêter. Quelle solution pour l'après 3 ans ? L'invalidité. L'invalidité qui, encore une fois, alors là aussi, c'est beaucoup de termes qui sont un peu galvaudés ou qui éveillent des idées dans l'inconscient collectif. Quand on parle de quelqu'un d'invalide, on se dit c'est quelqu'un qui a un fauteuil qui ne peut plus bouger. Voilà, on sort des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques. Et c'est vrai que même si c'est une image incroyable qui donne du handicap, etc., c'est vrai qu'on parle d'invalide. Pour le coup, en croisant des patients, on voit quand même tout type de patients dit invalide, étiqueté invalide, mais je pense que là, pour le coup, on voit... Donc, vous avez une sensibilité qui est effectivement plus poussée qu'une personne lambda. Mais donc, l'invalidité, ça peut être partiel, comme vous le voyez souvent dans les cabinets ou à l'hôpital. Ça peut être total, malheureusement. Mais encore une fois, la problématique de l'invalidité, et c'est là où le choix du contrat d'assurance, ou du moins le choix de l'assureur en qui on a envie de donner sa confiance et en qui on a envie de mettre sa santé financière entre les mains, est primordial. Demain, je suis chirurgien. Si je perds l'usage d'un pouce, je ne peux plus exercer. Si je n'ai pas pris un contrat à la signature qui m'indemnise l'invalidité en fonction de ma spécialité et non pas en fonction de ma capacité à vivre au quotidien, j'ai tout faux.
Là, on parle toujours de contrat de prévoyance. On est toujours dans la case prévoyance. On est toujours dans la case prévoyance. Il y a deux façons de déterminer. L'invalidité, je reviens un petit peu en arrière et je suis désolé. L'invalidité, c'est mesuré en fonction d'un taux de 0 à 100%. D'accord ? C'est relativement binaire, c'est 0 à 100. Je suis invalide à 100%, j'ai une situation qui est pire que si je suis invalide à 10 ou 15. Toute la problématique, c'est qui détermine ce taux et comment il le détermine. D'accord ? Si on prend le barème de la sécurité sociale, qui est un barème qui détermine l'invalidité en fonction d'une capacité à vivre au quotidien, d'accord ? Est-ce que je suis capable de m'habiller le matin ? Est-ce que je suis capable d'aller aux toilettes tout seul, de prendre ma douche, de manger ? Ce n'est pas la même problématique que est-ce que la personne que j'ai en face de moi est capable d'être chirurgien dentiste, est capable d'être médecin généraliste, est capable d'être anesthésiste. D'accord ? Ça n'a rien à voir. Je prends toujours pareil l'usage d'un pouce qui est hyper parlant. Chez nous, un pouce, c'est 100%. C'est-à-dire que, en fonction de la spécialité, si tu es chirurgien ou une activité chirurgicale, anest ou autre, un pouce, c'est 100%. Un pouce, dans le barème de la sécurité sociale, c'est maximum de mémoire 24% en fonction de est-ce que c'est le pouce de la main dominante et est-ce que j'ai perdu les 2 phalanges ou pas. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est le jour où vous vous penchez sur le choix d'un contrat de prévoyance, posez-vous la question de, en cas d'invalidité, comment mon taux sera déterminé ? Si c'est un taux basé sur la sécurité sociale, je vous conseille de fuir la personne que vous avez en face de vous. Ok, très C'est sûrement très sympa, mais qui ne sera pas forcément la bonne personne pour vous accompagner si vous avez un pépin de santé un peu grave. Très très clair, ok. On a à peu près tout couvert. Reste l'avenir et la retraite. Est-ce qu'on peut très vite parler de quand et quoi mettre en place au cours de notre cursus pour ne pas prendre une petite nuquette lors de la retraite ? Alors, ça, c'est un sujet... alors, j'ai tendance à beaucoup parler, donc je vais quand même essayer de On pourra faire un résumer. 3e épisode si tu veux. On peut introduire introduire le débat si tu veux. Si les auditeurs le demandent, ça sera avec grand plaisir. Plus sérieusement, il faut bien dissocier les médecins qu'on appelle du baby-boom, à qui on a vendu pendant leurs études, de toute façon, ta plus belle retraite, c'est ta patientèle, c'est ton cabinet, tu vas les vendre à un jeune, et avec cet argent-là, tu vivras une retraite heureuse. Bon. Ça, c'était peut-être vrai il y a 30 ans, mais ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, la démographie médicale, il y a tellement de médecins qui prennent leur retraite versus les jeunes qui arrivent, qu'il n'y a plus personne qui va en cabinet de médecine générale, il n'y a plus personne qui va en cabinet dentaire, peut-être un petit peu le matériel et encore. Voilà, ce schéma-là, il n'existe plus. Il peut encore exister dans certaines spécialités comme la médecine nucléaire ou comme la radiologie où les investissements sont lourds. Celui qui rentre, il rachète une partie du matériel, mais la notion de « je vends ma patientèle », ça n'existe quasiment plus. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que si je débute une carrière de médecin aujourd'hui, c'est à moi de me préparer ma retraite. Parce que ce n'est pas ma patientèle qui va me la faire. Comment on prépare sa retraite ? Et c'est là où, pareil, il faut distinguer l'hospitalier du libéral. Quelqu'un qui est en hospitalier, il cotise tous les mois à une caisse de retraite, d'accord, qui va lui payer sa retraite. Donc il a une retraite, entre guillemets, plus ou moins assurée. C'est une partie de la retraite de la fonction publique et il sait qu'il aura évidemment une baisse de revenus. Néanmoins, il y aura quand même quelque chose. Quelqu'un qui est en libéral, il cotise à la CARMF, on en a parlé tout à l'heure, qui est donc une caisse de retraite dédiée aux médecins, qui est indépendante, mais qui là aussi ne permet pas d'avoir de certitude sur la retraite qu'on aura dans 20, 30 ou 35 ans pour les plus jeunes, parce que ça reste assez flou et on ne sait pas du tout comment va évoluer la CARMF. La démographie médicale fait qu'aujourd'hui, la valeur de la retraite à la CARMF baisse, parce qu'il y a de plus en plus de médecins retraités, de moins en moins de cotisants en libéral. Donc, c'est quand même un vrai danger. Faites des enfants. Faites des enfants qui fassent médecine derrière, surtout. Mais donc, c'est une caisse de retraite qui a le mérite d'exister, mais qui coûte très cher en cotisation tous les mois, avec un rendu final. Voilà. J'avais fait une étude sur la retraite de la CARMF, c'était en 2012 que je l'avais fait, donc ça date quand même, pour expliquer un peu pourquoi le point baissait, et puis les caisses de retraite supplémentaires que proposait la CARMF. Bref, en 2011, de mémoire, la retraite moyenne d'un médecin,
quelle que soit la spécialité qu'il a exercée pendant sa carrière, c'était 2175 € par mois. Ce qui, à l'échelle de la France, reste une belle retraite. Il y a un delta sur le revenu. À l'échelle des revenus des médecins, ça reste... voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, je ne vendrai pas mon cab, je ne vendrai pas ma patientèle, la retraite de la CARMF, ça ne va pas être très important, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Moi, je dis souvent à mes clients que j'accompagne, je vous incite à construire une stratégie de retraite sur 4 piliers. Le premier, c'est, tout bête, être propriétaire de sa résidence principale. Pourquoi ? Parce que ça reste un bien, un actif que vous avez, et vous ne pouvez pas, à la retraite, être tributaire d'un propriétaire qui peut, à la fin d'un bail, vous dire de partir. Ça, c'est la première chose. Donc, j'incite mes clients à acheter votre résidence principale. La deuxième, c'est il faut que j'ai réussi tout au long de ma carrière à avoir un petit peu d'argent de côté pour faire face à des problèmes, des pépins financiers qui peuvent arriver à la retraite. Ma conjointe a un gros pépin de santé, voilà, il faut faire des aménagements à la maison, ma voiture tombe en rade, je vais acheter une voiture. Voilà. Encore une fois, c'est des conseils tout bêtes, mais qui, si on les suit, ça évite certains drames potentiels à la retraite. Donc ça, c'est quoi ? C'est un livret A, c'est une assurance vie dans laquelle j'ai versé de l'argent tous les ans. Voilà, c'est un réservoir dans lequel je peux aller piocher. Le troisième élément, à mon sens, c'est de disposer de réserves d'argent récurrentes qu'on peut transformer en cash si besoin. C'est quoi ça ? C'est de l'immobilier. J'ai investi durant ma carrière dans les murs de mon cabinet. J'ai investi dans un appartement, 2 appartements. Ça me fait des loyers. Et si j'ai un gros pépin de santé, je peux vendre le bien et si tout va bien, il aura pris de la valeur. Donc, j'ai créé un petit pécule immobilier qui me permet d'augmenter ce que va me verser la CARMF. Et le dernier élément, qui reste un des plus importants aujourd'hui, c'est tous les dispositifs retraite qui ont été mis en place par les différents gouvernements. Ça a commencé par la retraite Madelin. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un plan d'épargne retraite. C'est un contrat qu'on alimente en fonction de sa capacité. C'est-à-dire qu'on l'ouvre et on verse tous les mois une petite somme d'argent, petite ou plus grosse. Et c'est un contrat qui nous permet de faire des économies d'impôts. Donc, il y a un intérêt fiscal qui est très important. Et c'est un contrat qu'on récupère à la retraite. Voilà. Donc, pendant toute la durée de notre vie professionnelle, on met de l'argent de côté. On n'a pas le droit d'y toucher jusqu'à la retraite. C'est quand même une petite contrainte. Donc, il faut vraiment ouvrir ce contrat sans y mettre toutes ses économies, parce que ça serait un peu dommage. Mais c'est de la liberté, on peut arrêter de verser, on verse quand on veut. C'est juste que quand on verse, on paye moins d'impôts. Voilà. Et à la retraite, ce contrat, on le récupère, soit en une fois, soit en plusieurs fois, et ça fait un complément de revenu. Toujours pareil, l'idée, c'est de se dire, j'arrive à la retraite, et en fait, ce que je vais toucher tous les mois, ça ne vient pas d'une seule chose. Ça vient de la retraite de la CARMF, ça vient des loyers des 2 appartements que j'ai achetés qui me ramènent un petit peu d'argent. Ça vient de mon contrat plan d'épargne retraite et ça vient des économies que j'ai faites. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de prendre de la hauteur en se disant, quand je vais être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans à la retraite, que mon revenu va être divisé par 5, par 10, j'ai prévu, j'ai anticipé pour pouvoir avoir une retraite décente. Est-ce que c'est pas une splendide introduction à un deuxième épisode qu'on va évoquer et qu'on va réaliser pour parler justement de tous ces sujets, la fiscalité, qu'est-ce qu'on va payer, comment, pourquoi, l'administratif, ça te va ? Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Allez, merci tout le monde et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu ? Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.